Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle formation de deuxième division. Et on continue avec les équipes espagnoles. Et oui, on prend l'ordre alphabétique. Aujourd'hui, c'est la Cara Rural, la Seguros RGA qui passe sur le grill. On va revenir un petit peu sur la saison de cette formation. On parlera également des recrues. Il y a pas mal de changements dans cette équipe aussi. Pas mal de départs et des départs de coureurs importants. On parlera des coureurs à suivre et des victoires et du nouveau maillot également de cette équipe qui change légèrement, même si les couleurs principales restent les mêmes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu l'an dernier, qui vous allez suivre dans cette formation en 2025. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pourrez faire un super thank. Je remercie les gens qui le font, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme. Et puis on commence tout de suite avec cette vidéo et Cara Rural. Alors Cara Rural, ça fait pas partie des petits poussés de la deuxième division. On est plutôt au niveau de ce que peut être la Bardiani ou la Polti Cometa. Ça fait plutôt partie des grosses structures espagnoles. Pendant très longtemps, c'était même la plus grosse structure espagnole de deuxième division. On va dire la Kern Pharma a quand même pas mal rattrapé son retard de ce côté-là. Donc voilà, ça fait partie des belles structures, on va dire, espagnoles. Où si on n'a pas été vu par la Movistar, si on n'a pas été recruté par une équipe étrangère en World Tour, c'est toujours pas mal de démarrer dans cette équipe. Et puis ensuite, on peut progresser au fur et à mesure des échelons. Que dire d'autre du côté de la Cara Rural? Eh bien, on va passer tout de suite à 2024. La Cara Rural avait une particularité en 2024, pas invitée sur le Tour d'Espagne. Et oui, faut savoir qu'il y a une alternance. Aujourd'hui, une alternance est possible au niveau des équipes sur la Vuelta. J'ai l'impression de parler comme un politique. Et c'est vrai que certaines années, c'est vous avez Cara Rural et Euskaltel, et les autres années, c'est Burgos et Kern Pharma. Si je ne me trompe pas, qui sont sur la Vuelta. Donc ça dépend en fait, on a 4 équipes et on tourne d'une année sur l'autre. Alors ça sera peut-être pas le cas en 2025, parce que c'est vrai qu'avec la bonne saison de la Kern, ça serait quand même dur de s'en passer, mais normalement ça se passe comme ça, c'est-à-dire que voilà, il y a une année sur deux, vous êtes une équipe espagnole, vous pouvez faire la Vuelta. Avant, toutes ces équipes-là faisaient la Vuelta, mais ça, c'était l'époque où il n'y avait pas les invitations d'office pour les 2 meilleures équipes hors World Tour qui ont le droit de participer à tous les grands tours de l'année. Donc ce qui aide forcément ces équipes-là et ce qui bloque des invitations. Donc c'est vrai que le calendrier de la Cara Rural, par rapport à il y a quelques années, s'est appauvri en termes de courses. Ils sont pas mal maintenant au Portugal. C'est vrai qu'ils courent beaucoup au Portugal, beaucoup plus je pense qu'avant, même sur les plus petites courses. Et puis il y a un peu moins de grandes courses espagnoles à l'inverse. On les voit parfois sur certaines manches de Coupe de France aussi, mais c'est plus rare aussi du côté de la Cara Rural, qui essaye vraiment de se concentrer sur le Portugal, sur l'Espagne. Ils avaient aussi, il y a quelques années, tenté aussi de courir en Amérique du Sud. C'est un peu moins le cas. Et puis pas mal de courses en Chine aussi, du côté de cette équipe. Donc c'est vrai que le calendrier maintenant de la Cara Rural est beaucoup plus basé sur des épreuves, je dirais 1-1, 2-1, 2-2, 1-2. Donc des épreuves plutôt de seconde zone, plutôt que des grosses épreuves Pro Series ou des grosses épreuves World Tour. C'est une équipe même qui court maintenant très peu en World Tour, la Cara Rural, parce que les opportunités d'invitation ne sont pas si énormes que ça. Donc l'idée est plutôt de privilégier les résultats du côté de cette équipe. Ce qui est dommage du côté de la Cara Rural, c'est que les résultats sont quand même venus de coureurs qui l'an prochain ne seront plus là. Je pense, en 2025 ne seront plus là. Je pense à Luis Aolar, je pense également à Cepeda,
Jefferson Alvero Cepeda, qui est le cousin du Cepeda qui est chez EF. Et aujourd'hui, si on regarde bien, hein, il y a deux trois coureurs qui ont apporté beaucoup de résultats. Il y en a quand même deux qui ne sont plus dans l'équipe et qui ont quitté cette formation. Donc forcément, il va falloir réussir à retrouver des nouvelles têtes d'affiche, hein, du côté de la Cara Rurale pour les résultats en 2024. Bon, on peut saluer quand même le nombre de victoires, 18, ce qui est quand même assez bien pour une équipe de deuxième division. Mais des épreuves World Tour, il n'y en a aucune. Il y a une seule victoire en Pro Series. Sinon, on a quand même beaucoup de résultats sur des 1-2 et des 2-2, donc qui, je rappelle, est le plus petit, la plus petite division au niveau des équipes. Au niveau des courses du calendrier UCI, je rappelle qu'en 2-2, vous pouvez avoir des équipes amateurs, par exemple. Donc c'est vraiment un niveau de course qui n'est pas exceptionnel. Donc oui, tu enchaînes des victoires, mais pas sur des grosses épreuves. Donc là encore, on peut se poser la question du côté de Carahura. Est-ce qu'il y a encore un intérêt à rester en deuxième division si c'est seulement pour aller sur des courses de seconde zone? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux rester en continental dans ce genre de cas? Parce que oui, si on ne va pas sur les grosses courses, ou si on n'arrive pas à avoir une grosse présence sur ces grandes courses, c'est un peu plus compliqué. On les a vus également courir en Italie, pas mal. C'est vrai, notamment sur les semi-classiques de fin de saison, où ils ont été plutôt efficaces sur ces courses-là. Voilà, du côté de cette formation. On regarde tout de suite les victoires de l'an dernier. Elles sont au nombre de 18. Ça a commencé au Portugal sur la Classica de Ara Bida avec Joseba Lopez. Il y avait la Volta ao Alejantero. Alors vous savez, c'est la course de cette formation. C'est vraiment la course majeure du calendrier pour la Cara Rural où ils enchaînent les victoires. Étape 1 pour Guillermo Thomas Silva, étape 3 pour Daniel Babor, étape 4 pour Edouard Prades, étape 5 pour Yuri Letao, le général pour Edouard Prades. Donc, on veut dire que voilà, c'est vraiment la course majeure du calendrier pour cette formation. Il y avait également les Grande Premio International Berra et Serra de Estrella, c'est très très long, avec une victoire de Yuri Letao. Yuri Letao qui a remporté également le contre-la-montre de l'étape 1A du Tour d'Hélas. Donc en Grèce, il y avait également les championnats de Venezuela pour Luis Aular. Moulou Kingfe et les Mikel remporté les championnats d'Éthiopie. Et enfin, on allait au Portugal au Trofeo Joaquim Agostinho, étape 1 pour David Gonzalez, étape 2 pour Orluis Aular et le général pour Luis Aular. Dans le même temps, on avait le tour de Kinky Lake, le général pour Jefferson Alvero Cepeda. Vous aviez également la Classica Terres de Lebre pour Abel Balderston. Vous aviez Orluis Aular qui a remporté l'étape 1 du Tour du Limousin. L'étape 3 a été remportée par Cepeda. Et enfin le Trofeo Matteotti remporté par Orluis Aular. 18 victoires. Et bien pour cette équipe, c'est un nouveau record. L'ancien record datait de 2015 avec 17 victoires. Je crois me rappeler qu'en 2015, il y avait des courses d'un meilleur niveau qu'en 2018. C'est 3 victoires de plus qu'en 2023. Je dirais c'est depuis l'an dernier, hein, surtout qu'ils vont beaucoup sur des courses portugaises de deuxième division, on va dire, hein, de deuxième, troisième division. C'était des courses auxquelles ils ne participaient pas beaucoup auparavant, à part le Tour du Portugal. Mais c'est vrai que c'était pas forcément là où ils faisaient la majorité de leurs résultats. 18 victoires sur une saison. Eh bien, ça les place 14e et ça les place surtout 3e équipe de deuxième division dans ce classement, 4e même équipe de deuxième division. Derrière la Lotto, derrière Uno X, hein, derrière les grosses structures, mais devant par exemple une équipe comme Total Energy, devant une équipe comme Burgos, devant une équipe comme Kern Pharma, également en termes de résultats. Alors il a fallu 135 jours en 2024, c'est faux en plus ce chiffre-là. Ah oui, mais parce qu'ils ne comptent pas les courses de 2-2 dans le nombre de jours avant la première victoire, parce que pour eux, les 2-2, pour Pro Cycling Stats, ce ne sont pas des épreuves professionnelles.
Donc voilà, c'est pour ça que ça fait merder un peu les classements. Mais en gros, ils ont gagné beaucoup plus tôt que ça, beaucoup plus tôt que 135 jours. Voilà, parce que en fait, les 2-2, ils les considèrent pas. Les 2-2 et les 1-2, ils les considèrent pas comme des courses professionnelles. Ce qui fait donc merder les chiffres au niveau des nombres de jours avant la première victoire. Du côté du nombre de vainqueurs différents, du côté de la Cara Rural, je vais vous trouver ça. Eh bien, c'est pas beaucoup de vainqueurs différents, la Cara Rural. C'est 4 vainqueurs différents. Alors, je ne sais pas s'ils prennent en compte là aussi les courses 1-2 et 2-2, mais ça fait moins que la Burgos, ça fait moins que la Tudor, notamment dans ce classement. Et puis au niveau des points Pro Cycling Stats sur l'année, eh bien la Cara Rural, c'est 2223 points, donc c'est mieux qu'en 2023, mais c'est moins bien, comme je vous le disais, que sur la période 2015-2016 où cette équipe était capable de faire 500-600 points ou plus. Encore une fois, du côté de ce classement Pro Cycling Stats qui prend en compte les 100 meilleurs résultats et qui ne prend pas en compte les points UCI. C'est un classement différent des points UCI. Par exemple, on rajoute des points pour des classements de la montagne, pour des classements du maillot vert, ce qu'on ne fait pas toujours, ce qu'on n'a pas toujours du côté des points UCI. Donc c'est un peu plus précis peut-être qu'un système de points UCI. Enfin, c'est différent de ce côté-là. On regarde tout de suite les transferts du côté de cette formation. Donc, comme je vous le disais, 10 arrivées pour 8 départs, ce qui fait quand même beaucoup. Parmi les départs, eh bien, Orluis Aolar et Jefferson Alvaro Cepeda qui rejoignent la Movistar. Nous avons Michal Schlegel, qui rejoint la Elkov Kasper, donc qui est une équipe tchèque. David Gonzalez qui rejoint la Q36. Mugialde lui rejoint la Euskaltel, Barta rejoint Epronex, Echebarria et Michael, eux n'ont pas trouvé de point de chute. À l'inverse, du côté des arrivées, donc peu de coureurs très connus, je dirais, à part Johan Baou, le coureur de la Euskaltel Euskadi. Vous aviez Otruba qui était dans une équipe tchèque ATT Investment. Vous avez Alex Molnar qui était dans l'équipe El Balear de 3e division, qui est une équipe d'un bon niveau de 3e division. Amner Gonzalez lui était chez EFAPEL, l'ancien coureur de la Movistar, qui n'avait pas trouvé de point de chute l'an dernier, à part cette équipe portugaise. Tyler Stites, lui était chez Project Action Racing. Vous aviez Penuela qui était chez Radio Popular, là aussi une équipe portugaise de Continental. Vous aviez Sergi Darder, qui était chez Il Balear, et puis 3 coureurs de Cara Rural, de l'équipe réserve de la Cara Rural, Javier Ibanez, Alex Diaz et Yann Castellon. Ce qui fait qu'on se retrouve à avoir un effectif qui n'est pas très vieux. Alors il n'a pas vraiment rajeuni cet effectif de la Cara Rural. Il est à 24,9 ans de moyenne d'âge, c'est quand même plus jeune. L'un des plus jeunes de 2e division, c'est le 5e plus jeune de 2e division. C'est plus jeune que la Total, c'est plus jeune bien entendu que Tudor, que Israël, que Euskaltel, mais un peu plus vieux que la Kern Pharma. Il y a quasiment 1 an d'écart avec la Kern Pharma et plus de 2 ans et demi, presque 3 ans d'écart avec la Bardiani qui est l'équipe la plus jeune de 2e division. Du côté de la Cara Rural, que dire au niveau de cet effectif? Donc on a désormais 24 coureurs. Le coureur le plus âgé, c'est Edouard Prades qui a 37 ans. C'est le seul qui a 30 ans ou plus dans cet effectif. Et puis à l'inverse, on a beaucoup de jeunes coureurs, quasiment je dirais la moitié de l'effectif a moins de 25 ans, avec 4 coureurs qui ont moins de 23 ans. C'est le cas de Gardegno, de Darder, de Fernandez et de Castellon, des coureurs qui ont été recrutés. Mais c'est vrai que par rapport à il y a 2-3 ans, on avait tendance à avoir plutôt un effectif vieillissant. C'est un effectif qui a pas mal rajeuni, avec aussi pas mal de coureurs étrangers également. Molnar, néerlandais, qui a pas mal couru en Espagne, mais Tyler Stites. Vous avez également Berwick, qu'on a connu dans des plus grosses équipes.
voilà, il y a pas mal de coureurs qui sont voilà, étrangers, mais qui ont souvent quand même un bon niveau d'espagnol ou qui ont passé quelques années en Espagne. Et puis on a quelques coureurs qui ont été des stars dans d'autres équipes. Je pense Edouard Prades, Joël Nicolaou, encore Johan Baou, ou Barcelo également qui était passé par la Cofidis et qui sont dans cet effectif. Les coureurs à suivre de l'effectif du côté de la Carrera, je commence avec Yuri Leitão, le portugais. C'est la seule tête d'affiche qui reste. Cepeda est parti, Luis Saolar également, ce qui fait que Yuri Leitão va avoir beaucoup plus de responsabilités sur les épaules dans cette année 2024. Coureur qui a assez peu couru l'an dernier. Si je regarde Pro Cycling Stats, on m'indique seulement 25 jours de course du côté de Yuri Leitão, donc c'est vraiment pas grand chose. Et c'est vrai que il a été pas mal gêné par des petites blessures, ce qui fait que il a assez peu pu courir. Donc là, il faudra faire mieux cette année. Une victoire donc sur le Tour d'Alejandro, il remporte le classement de meilleur sprinter. Il avait remporté également la première étape du Tour d'Hellas. Et puis ensuite, son année s'est arrêtée au Tour d'Allemagne au mois d'août, mais avec très peu de jours de course, donc pas mal de blessures. Là, il sera de retour, donc notamment sur les courses à Palma de Majorque, donc à partir de mercredi. Donc peut-être, parce que là j'enregistre, nous sommes mardi, mais peut-être que la vidéo, elle sera déjà, il y aura déjà eu un débrief de Palma de Majorque, alors que la vidéo ne sera pas encore en ligne. Mais du côté de Yuri Leitão, c'est un bon coureur. Moi, il m'a toujours impressionné. Parce que c'est pas un grand gabarit, Leitão, et pourtant, dès qu'il commence à mettre la puissance, Leitão, c'est assez impressionnant. Il a une giclette qui est vraiment dingue, c'est-à-dire qu'il arrive vraiment à sortir très vite les gens de sa roue quand il fait des sprints. Je me rappelle notamment de la Croix Race il y a 2 ans, où d'un coup il lance son sprint, bam, il n'y a plus personne derrière, quoi. Ils sont tous disparus, donc c'est vrai qu'il est assez impressionnant de ce côté-là. Je le trouve plus puissant qu'Orly Saolar. Voilà. Donc là en plus, il aura plus la concurrence avec Orly Saolar, parce que c'est vrai que c'est des profils de coureurs qui passent bien les bosses et qui sprintent bien, mais qui étaient un peu concurrents, on va dire, dans cette structure. Donc là, ça va être mieux pour lui, et puis il a un contrat jusqu'à la fin de saison, donc là aussi, est-ce que Leitão il voudra pas aller voir ailleurs? Il aura 27 ans à la fin de l'année, ça peut être une réflexion aussi pour Luis Saolar, de se dire j'ai peut-être fait le tour avec la Cara Rural, je veux peut-être aller dans une plus grosse structure. Après il faudra faire une bonne saison 2025, et ça passera peut-être par les courses à Palma de Majorque, parce que s'il arrive à battre des très bons sprinter, ou s'il arrive à remporter une des journées un peu plus compliquées, eh bien ça peut en faire tout de suite un coureur très dangereux et très suivi par la suite. Donc ça serait bien de repartir sur une bonne base après, encore une fois, une année 2024 qui a été très compliquée pour lui. On continue avec un coureur qui s'est un peu révélé l'an dernier, coureur qui a seulement 23 ans, parce qu'il est de toute fin d'année, il est du 30 décembre, c'est Guillermo Thomas Silva, là aussi un coureur uruguayen. Ça fait du bien de voir qu'en Amérique du Sud, il n'y a pas seulement que les Colombiens. Aujourd'hui, il y a des nations qui se lancent dans le cyclisme. On a les Vénézuéliens, on a aussi les Uruguayens qui commencent à arriver. Et Guillermo Thomas Silva, c'est quand même le deuxième de Tour du Kinky Lake, 10e du Trofeo Matteotti, 15e du Mémorial Marco Pantani, et 2e du Grand Prix Industria, et Arti Gianato, 14e également du Tour du Limousin. Donc il y a eu pas mal de résultats pour cet Uruguayen, 4e du circuit Getxo, la Prueba Villafranca également 4e, et sur des courses avec de la densité. Je vois également 14e de Grand Camino, 13e de la Figuera Champions Classic, où il y avait pas mal de monde au départ. Donc ça, c'est très très bien de la part de ce coureur qui a quand même ramené 665 points UCI. Donc ça, c'est vraiment très bien. Un bon petit grimpeur, l'Uruguayen, mais qui est capable également d'avoir une grosse pointe de vitesse. Donc il y a un grimpeur puncher, je dirais même peut-être plus puncher que grimpeur au final, ce coureur.
qui a un contrat jusqu'en 2027, que la Cara Rural l'avait bien sécurisé quand ils l'ont découvert. C'est vrai que c'est une équipe qui arrive à découvrir pas mal de talents en Amérique du Sud depuis certaines années. Or, Luis Aolar, il l'avait découvert très jeune. On va voir ce que ça va donner. Désormais pour cet Uruguayen, mais il n'y a pas que Fagundes du côté de l'Uruguay. Il y a aussi Guillermo Thomas Silva, et on va voir la saison qu'il est en capacité de réaliser avec cette formation. Mais je pense qu'il est capable de faire de très très belles choses. Voilà, le coureur de la Cara Rural. Et en plus, là aussi, il n'y a plus Cepeda, donc de toute manière, on va lui en demander plus désormais à ce coureur. Il aura plus de pression sur les épaules, donc il faudra confirmer, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis il y a peut-être possibilité de faire une Vuelta pour lui et de se montrer sur la Vuelta. Donc ça sera peut-être son objectif même de la saison. Voilà, mais retenez son nom, Guillermo Thomas Silva. Tyler Stites, l'américain. Alors lui, il m'avait marqué en tout début de saison. Il était l'an dernier chez Project Edgeland Racing, une équipe de Continental. Et c'est vrai que je l'avais trouvé très très bon, notamment autour de la Provence, mais autour de la communauté de Valence. C'est vrai que c'était un coureur qui m'avait assez marqué sur ce tout début de saison. Alors ensuite, il a couru plus sur des épreuves de seconde zone, on va dire. Pas forcément des grandes épreuves, mais il fait deuxième des championnats des États-Unis du contre-la-montre. Donc il y a quand même des bons petits spécimens du côté du contre-la-montre aux États-Unis. Et puis, il a remporté le Tour de Gila, où il n'y a plus autant de densité qu'à une époque sur cette épreuve, mais qui est toujours une grosse course américaine. Il a remporté également la Redlands Bicycle Classic, 7e du Tour de Rhodes. Il a fait 2e du Tour de Beauce. Et puis, il a fait 6e du contre-la-montre du Tour du Portugal et 3e du prologue également de cette même course. Donc voilà, quelques résultats intéressants, pas qu'aux États-Unis, également en Europe. Donc on va le suivre, ce coureur, dans une structure plus importante. Alors il avait déjà fait 6 mois chez Human Powered Health en 2022, mais ensuite il n'avait pas été recruté. Et sinon, il n'est passé que dans des équipes continentales jusqu'à maintenant et que dans des équipes continentales américaines. Donc on va voir comment ça va se passer aussi chez Cara Rural, l'adaptation chez Cara Rural, passer dans une structure espagnole, peut-être vivre en Europe, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à maintenant. Donc ça va peut-être être une grande différence pour ce coureur américain, mais moi il m'avait vraiment bien marqué l'an dernier. Je trouve, voilà, j'avais vraiment dit, lui, il faudrait qu'il aille dans une équipe d'un niveau au-dessus. Parce que je pense que Project Echelon Racing, c'est pas suffisamment grand pour lui. Et il a réussi à trouver chez Cara Rural, donc c'est bien. Parce que parfois on a des coureurs comme ça qui sont bons, qui arrivent à se montrer sur 2-3 épreuves de haut niveau, mais qui n'arrivent jamais à passer le pas de Continental à division supérieure. Là, on verra s'il arrive à bien passer le cap, parce que des fois, c'est pas toujours facile. Des fois, il y a des coureurs où j'ai l'impression qu'ils sont en capacité de passer à l'échelon supérieur, et c'est pas toujours le cas. Mais Tyler Stites, moi, j'avais bien aimé sa première saison. Alex Molnar, lui aussi, il avait fait un gros tour de la communauté de Valence l'an dernier. Notamment en prenant l'échappée de l'étape 4, de l'étape 1, pardon, où ils avaient été impressionnants les deux coureurs de Il Balear. Derrière, il est aussi présent en échappée sur Grand Camino. 7e du Tour des Asturies, 2e du Grand Premio International Beras et Serra de Estrella, donc une course où il y avait également la Cara Rural, et puis il a été présent sur le Tour du Portugal, 7e également du chrono de ce Tour du Portugal, 7e des championnats des Pays-Bas également du chrono. Alors, un coureur qui lui est passé pendant très longtemps dans des équipes espagnoles, notamment la Burgos, et puis il n'avait pas réussi à faire sa place du côté de la Burgos, et ça faisait depuis 2 ans qu'il était dans cette structure. Alors Il Balear, parce que en 2023 elle s'appelait Electro Hyper Europa, mais c'était la même équipe, et aujourd'hui il a enfin la capacité de 25 ans de remontrer ce qu'il sait faire du côté de Cara Rural, contrat de 2 ans. Lui aussi, c'est pas un mauvais grimpeur, donc ça peut-être lui permettre de grandir, Alex Molnar, et c'est un très bon baroudeur aussi, très grande résistance à l'effort, Alex Molnar. Donc c'est un coureur à suivre aussi, le néerlandais, parce que l'année dernière chez Balear, il a fait vraiment des très très bonnes choses. Donc là on se dit, peut-être que dans une équipe un peu plus grosse, avec un peu plus de collectif autour de lui, ça pourrait très bien se passer. Et puis ça peut épauler également le coureur uruguayen Guillermo Thomas Silva.
Donc ça peut être également une bonne idée hein, d'avoir ce coureur-là qui pourrait peut-être servir de lieutenant sur certaines épreuves au coureur uruguayen. Et puis on termine avec un dernier coureur, un 5e coureur. Lui, c'est Francisco Joel Peñuela, je ne sais pas comment on doit le dire en vénézuélien. Coureur qui était donc chez Radio Popular, mais qui est passé par la Drone Hooper, donc l'équipe réserve à l'époque de la Androni, donc repéré je pense par Gianni Savio. Il était passé également dans la réserve de la Israël, première tech. Mais ça ne s'était pas forcément très bien passé dans ces deux structures-là. Donc l'an dernier, il a été chez Radio Populaire et là, il a fait des résultats chez Radio Populaire au Portugal, notamment vainqueur d'une étape sur le Tour du Portugal. Il a fini 11e du Trofeo Joaquim Agostinho et puis pas mal de résultats sur des courses de seconde zone portugaise. Deuxième également de la Volta au Alerantero. Également, il a fait 7e d'une course au Venezuela. Enfin voilà, pas mal de résultats du côté de ce coureur. 3e par exemple d'une course qui s'appelle de la première étape de la Volta El Táchira en Bicicleta, donc qui a lieu en tout début de saison, hein, c'est avant le Down Under même. Donc ouais, il y a eu des bons petits résultats pour ce coureur. Donc on va voir également comment ça va se passer dans une catégorie 2e division pour ce coureur, mais il sera à suivre. Voilà, là aussi des bonnes qualités de grimpeur. Petit gabarit en poids, hein, seulement 56 kg pour 1m75, donc c'est pas très lourd. Donc ça veut dire peut-être qu'il s'en sort bien également en altitude, hein, vénézuélien. On est assez haut en altitude également dans ce pays. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à tenter. Et puis on voit, hein, avec Carapaz, Carapaz il est équatorien pardon, mais plutôt avec Orlou Saolar, les Vénézuéliens ont commencé à arriver. Puis là ça continue. Alors il y avait déjà eu un coureur vénézuélien chez Euskaltel Ascadi dans les années 2000, mais ça n'avait pas forcément, ça n'avait pas continué, on va dire, du côté des Vénézuéliens. Là c'est bien d'avoir encore une fois d'autres nations sud-américaines qui arrivent, l'Uruguay, l'Équateur, le Venezuela, peut-être qu'un jour on aura aussi plus d'Argentins, de Brésiliens, et qu'il n'y a pas que la Colombie, et ça participe également à l'internationalisation du cyclisme, hein, tout ça, donc c'est très intéressant. Et ce coureur-là, je pense qu'il peut faire des bonnes choses. Voilà, donc il faudra le suivre. Francisco Joel Peñuela, je ne sais pas si on doit dire Francisco Joel Peñuela. Voilà, j'ai pas fait espagnol LV2, moi j'ai fait allemand LV2. Voilà. Mais voilà, bon coureur de la Carural. Allez, on passe au maillot 2025 de cette formation. Alors, on reste sur les mêmes couleurs, c'est-à-dire vert foncé, blanc et noir. Grosso modo, c'est à peu près ça l'idée. Sauf que le motif du maillot est différent. Notamment, avant, c'était plutôt un dégradé, c'est-à-dire qu'on allait du blanc vers le vert foncé, alors que là, le design est différent. Pour ce maillot, voilà, avec du vert foncé un peu Crédit Agricole, pour ceux qui se souviennent, il est un peu différent quand même que du vert du Crédit Agricole, mais désormais il y a une manche verte avec un dégradé sur le bas, mais il y a une manche verte qui permettra peut-être au maillot d'être un peu plus reconnaissable par rapport à des structures comme Movistar qui ont maintenant pas mal de blanc, ou la Bahreïn. Donc voilà, ils se sont peut-être dit que ça marchait pas forcément totalement. Alors il faudra pas confondre le maillot avec notamment une équipe comme Polti qui a 2 manches vertes. Donc voilà, il faudra faire attention avec... Il y a un peu plus de vert cette année dans le peloton que ce qu'on a pu connaître. Donc ça va être intéressant de... Voilà, on voit des dizaines de maillots différents. Donc la Cara Rural qui sera... en place pour ce début de saison du côté de Palma de Majorque, donc dès mercredi 29 janvier, Palma de Majorque. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!